Madame, Monsieur, bonsoir. Quel sort faut-il réserver aux violeurs dans notre pays? C'est la question d'actualité que nous débattons dans cet épisode, et ce, après cette affaire sordide qui a bouleversé l'opinion publique en ce mois sacré. Une fillette de 11 ans, violée, tombe enceinte de l'un de ses 3 violeurs et accouche. Une enfant qui se retrouve maman malgré elle. Une double peine qui s'alourdit après le verdict du tribunal. Les violeurs, ou plutôt dirais-je les pédophiles, écopent d'une peine de 2 ans seulement et quelques dizaines de milliers de dirhams d'amende. Ce verdict tombe tel un couperet anéantissant les espoirs pour une justice qui protège les citoyennes et les citoyens de cette nation et tout particulièrement ses pupilles. Alors des milliers de voix s'insurgent pour réveiller la conscience collective et réveiller le système pour que justice soit faite. On réclame que la loi soit appliquée puisque les textes juridiques dans notre pays infligent des peines beaucoup plus lourdes dans de pareils cas. On appelle à réviser le jugement, mais pour beaucoup, c'est l'appareil judiciaire qui a besoin d'être dépoussiéré, tout comme le code pénal dont on attend la réforme depuis trop longtemps. Et en attendant, de jeunes fillettes sont violées, leur progéniture marginalisée dès leur naissance et leurs bourreaux s'en sortent avec 2 ans de prison ferme. Et ce cas-là n'est malheureusement pas isolé. Parmi les voix qui s'insurgent, nous en avons 3 sur ce plateau ce soir. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais nous en recevons 3 ce soir, dont tout d'abord l'anthropologue et écrivaine Yasmine Chani. Bonsoir. Vous êtes donc auteur de plusieurs ouvrages, dans le tout dernier Dans sa chair, et vous êtes surtout à l'initiative de cette pétition en ligne qui a déjà récolté plusieurs 20 000 voix. Plusieurs milliers de signatures, 20 000 signatures pour dénoncer ce verdict. C'est injustice, comme vous la décrivez d'ailleurs dans ce billet que vous avez publié tout récemment chez nos confrères du 360. J'ai également le plaisir d'accueillir une autre auteure, également universitaire, sociologue. Elle n'est plus à présenter, Soumaïa Naiman. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et je rappelle aussi, et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, que vous êtes à l'initiative d'une lettre ouverte adressée à Monsieur le ministre de la Justice. Nous en parlerons. Parfait. Et nous avons avec nous la secrétaire générale de l'association INSAF, Madame Amina Khalid. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous accompagnez cette jeune fille originaire de Tifel donc, et son bébé depuis 1 an. Comment elle se porte aujourd'hui? Mal, si je veux dire, psychologiquement mal. Cette fille a subi toutes les violences, c'est-à-dire le viol, la violence, les menaces. Parce que les violeurs l'ont menacée de la tuer, elle et sa famille. Donc la fille, elle est terrorisée. On l'a prise en charge il y a 1 an. 1 an, on a appris cette histoire à travers les réseaux sociaux. Il y a 1 an, au mois de mars, on a vu le papa avec une petite fille et un enfant et la grand-mère sur les réseaux sociaux en train de déclarer et de réclamer de l'aide. On s'est précipité, on est parti chez la famille pour voir ce que c'est, ce phénomène, c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille. Et c'est là où on a appris que cette fille a été violée. Non, mais l'histoire est très sordide. Ouais. Violée. C'est un viol à répétition. À répétitif. 3 personnes. 3 personnes adultes, un des 3 est... Est-ce qu'on a une idée des profils des violeurs? C'est un chef de famille, il a 3 enfants. Donc, il a des enfants. Je ne sais pas s'il a des filles, mais il a des enfants. Oui. C'est-à-dire... De toute façon, il sait ce que c'est un enfant. Parent, quoi. Enfin, c'est un papa. Donc, l'histoire, on l'a commencé comme ça, on l'a aidé, on a pris la fille en charge, le bébé, par tout ce qui est médical, les soins médicaux pour l'enfant, pour la maman. Gynécologiquement, elle était vraiment, la pauvre était dans un état, je ne vous cache pas. Et par la suite, tout ce qui suit... il y a la pression aussi des réseaux sociaux, la pression psychologique supplémentaire, parce que la médiatisation, c'est bien, mais la surmédiatisation, notamment sur les plateformes électroniques, ne fait qu'alourdir et qu'acculer un peu
cette petite fille, elle a à peine 11 ans, enfin, tout à fait. Tout le monde parle d'elle, à visage découvert d'autant plus. Tout à fait. Le premier jour, elle a parlé visage découvert. Et c'est là, nous, on a alerté la plateforme. On leur a dit que ce n'est pas normal. Un enfant, il ne doit pas apparaître devant des milliers de personnes. On ne doit pas voir son visage. On doit dénoncer, mais pas comme ça. C'est comme ça qu'on a appris cette histoire. Et comment elle a accueilli, ou en tout cas comment ses parents peut-être, mais elle aussi, est-ce qu'elle réalise aussi le verdict du tribunal? Est-ce qu'elle réalise que... Bon, d'après le papa... On en parle, nous. Oui. Mais nous ne sommes pas elle. Ouais. C'est elle la première concernée finalement par ce verdict. Nous sommes outrés parce que c'est humain, humaniste. Ouais. Mais qu'en est-il d'elle? Est-ce qu'elle réalise ce que c'est déjà à son âge? Après le verdict, la fille est sortie émue, d'après le papa. Elle n'a pas parlé pendant tout le trajet de Rabat à Tifelt. Et quand elle est rentrée à l'internat, elle a commencé à pleurer sans cesse, sans arrêt. Mayenne Aman Gsous, avant de parler de cette lettre ouverte à Monsieur le ministre de la Justice, qui s'est exprimé aussi, se disant aussi outré par le verdict du tribunal. Bref, peut-être déjà une réaction sur cette affaire en particulier. Oui. Parce que ce n'est pas la première. Non, ce n'est pas la première, c'est atroce, c'est douloureux, ça n'a pas de qualificatif. Non. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que c'est une fille qui a été victime de nombreux abus. Elle a été vers la gendarmerie. La gendarmerie a fait son travail, mais la question qu'on peut se poser, dans un autre parcours, s'il y avait une réelle prise en charge, cette petite, Sana, ne serait pas tombée, entre guillemets, entre les mains de INSAF. Il doit y avoir un autre parcours dès lors qu'une petite fille ou qu'une mineure arrive vers les autorités. Il doit y avoir une prise en charge, peut-être qu'on en parlera. Ce n'est pas à INSAF, ni à cette femme extraordinaire, Sihem, qui s'est occupée d'elle lorsqu'elle a découverte au niveau du tribunal. Je veux dire, il doit y avoir un parcours clair et net pour la prise en charge de ce genre de victimes, qu'elles soient mineures ou pas, a fortiori quand c'est des enfants, pour qu'elles soient directement prises en charge par un circuit. Elle n'a pas été prise en charge avant même les faits, elle n'a pas été prise en charge parce qu'elle était déscolarisée. Pas déscolarisée, non. Elle n'a jamais été à l'école. Bon, oui. Bon, sémantiquement, déscolarisée, c'est pas. Elle n'a jamais été à l'école, donc de facto, elle ne fait même pas partie du système. Enfin, elle est exclue. Oui, tout à fait. Oui, elle n'a pas été à l'école parce que l'école est située à peu près à 6 km de la maison. Il faut qu'elle traverse une forêt et son père avait peur qu'elle se fasse violer. Et là, bon, il était loin de penser que les choses se passeraient à domicile. Donc, c'est ça déjà qui m'interprète, c'est le fait que cette fille aurait dû prendre par un circuit autre que celui d'une association. INSAF a fait un travail fabuleux, mais il n'y aurait pas eu cette injustice au niveau du jugement, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas en train d'en parler. Et ça aussi c'est important de le dire. Si le jugement était conforme, et nous avons des lois, on en parlera, les lois sont là, il faut juste les appliquer. Dans le cas de la législation, c'est entre 20 et 30 ans. S'il n'y avait pas ce dérapage au niveau du jugement, aujourd'hui on ne serait pas en train d'en parler. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, il faudrait qu'on parle beaucoup plus de cette prise en charge qui devrait être véritablement consolidée, institutionnalisée, de manière à ce que ces victimes ne tombent plus dans cette situation. Si vous permettez, je voulais dire autre chose, c'est que je peux aussi me questionner sur l'importance des parents. C'est une fille qui a 11 ans, qui va tomber enceinte. Si elle a été violée, si elle a subi autant d'abus et d'atrocités, on peut se poser la question sans culpabiliser les parents. Quel est le rôle des parents? Quel est le rôle de la mère? Quel est le rôle de la père? Du père, pardon. Comment une fille de 11 ans, petite, menue, peut tomber enceinte sans que sa famille se rende compte qu'elle est mal dans sa peau, qu'elle pleure peut-être, qu'elle ne mange pas, qu'elle subit des frustrations, etc. On est loin de s'imaginer que la petite peut être enceinte. Exactement. D'où l'utilité de sensibiliser. Est-ce qu'on devrait sensibiliser des parents à s'attendre à trouver que leur gosse porte un bébé à l'âge de 10-11 ans? Sensibiliser au niveau de l'école. Elle n'était pas dans le circuit, vous l'avez dit. Oui. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Est-ce que vous pensez que si justement elle n'était pas tombée enceinte, on en serait ici, là, à en parler déjà?
Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que là aussi, ça renvoie vers toute la pression sociale, etc. Bon, elle était terrorisée, elle avait peur, mais s'il y avait un dialogue, s'il y avait un débat, une communication ouverte entre les parents et les filles, si elle était scolarisée et qu'il y ait des assistantes sociales dans le système scolaire qui se rendent compte qu'une fille, parce qu'une fille qui est victime de cette violence, automatiquement, ça va se répercuter sur ses comportements, sur sa manière de se comporter en classe, chez elle à la maison. Et c'est pour ça que je dis peut-être qu'il y avait des petits signaux d'alerte qui n'ont pas été véritablement vus. D'abord parce qu'elle n'est pas dans un système scolaire performant et aussi par des parents qui doivent être sensibilisés à ce genre d'abus sur leurs enfants. Oui. En tout cas, c'est ma conviction. Oui, oui, j'en conviens. Yasmine Chamy, peut-être pour finir le premier tour de table, et surtout, avant de parler de cette pétition dont vous êtes à l'initiative, c'est un viol abject, c'est un acte sordide, mais ce n'est pas un acte isolé, malheureusement. Et cette petite fille, dont je ne citerai pas le nom par respect pour elle et pour sa famille, se retrouve au milieu donc, de cette polémique nationale où tout le monde dénonce, alors que des choses ont pu être faites avant. Je crois que, vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Du temps, je produisais des émissions citoyennes pour la télévision publique et pour Média d'ailleurs. Et j'ai beaucoup accompagné les associations et malheureusement, la violence à l'égard des femmes et des enfants n'est pas du tout un fait nouveau dans notre société, mais aussi dans la plupart des sociétés humaines. C'est la vulnérabilité en fait qui est en jeu, c'est la question de la vulnérabilité et qu'est-ce qu'une société fait pour protéger ceux qui sont les plus vulnérables. En fait, je ne suis pas tellement partisane d'incriminer les parents parce que même si effectivement, parce que les conditions de vie font que les parents ont des soucis en fait importants et que peut-être ils n'ont pas grandi dans un contexte eux-mêmes où l'attention portée à l'enfant et aux signes qu'aimait l'enfant va de soi. Et puis on est dans un petit douar où tous se connaissent. Le père il a raconté, j'ai vu une vidéo où il raconte qu'il a été, parce qu'il a perdu lui-même son père ou un proche de la famille, et donc ils étaient pris dans le deuil et certainement c'est passé inaperçu. Et bon, la vraie question effectivement, c'est la non-scolarisation de la fillette. La vraie question, c'est effectivement, comme dit Madame Ksous, c'est la place du parcours institutionnel en fait, c'est-à-dire que la société civile se substitue à la mission de l'État. Et ça, c'est un vrai souci, je pense, aujourd'hui au Maroc, pour la question des droits de l'enfant et des violences faites aux femmes. Et puis, c'est aussi la question, finalement, de la sexualité masculine, de ce que le concept, à mon avis, de virilité impose aux hommes, en fait, comme archétype, qui les autorise à s'emparer du corps d'une enfant et de le violenter à trois quand même, avec en plus une autre petite fille victime, puisqu'il y a une petite fille qui a été témoin de ces actes-là. Pourquoi vous dites victime ? Il y a une deuxième victime. Est-ce que cette petite fille, parce que vous n'incrimez pas les parents, j'en conviens, mais il y a une petite fille qui est impliquée là-dedans. C'est-à-dire que la petite fille... Elle était terrorisée, elle a été terrorisée. Vous imaginez, elle était sous l'emprise... Quel a été son rôle déjà ? Alors, c'est un témoin. Pardon, je vous redonne la parole, Yasmine. Oui, Madame Khalid. C'est un témoin. C'est un témoin. Et c'est la fille qui il vient chez l'autre fille, il fait la garde, il ramène les autres, il ramène les violeurs et il assiste aux actes. Quel âge elle a ? Et il doit avoir le même âge que cette fille. Waouh. Donc, Dieu sait, cette petite fille n'a pas subi les mêmes, mais bien sûr, les mêmes sévices, les mêmes violences. On ne sait pas. Personne n'a ouvert l'enquête sur cette histoire. Pourquoi la fille, elle est là ? Qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire ? Oui, c'est pour ça que je parlais d'une affaire sordide. C'est la nièce d'un des violeurs ou bien c'est la cousine d'un des violeurs ? C'est une enfant instrumentalisée, en fait. Ouais. Ça pose la question vraiment de la place de l'enfant dans notre société. C'est-à-dire, il y a là quelque chose, et des petites filles aussi, hein, comme un corps offert, comme un corps sans défense, vulnérable, et qui n'est pas protégé, et qui n'est pas suffisamment surveillé
par les institutions aussi de l'État. Je veux dire que s'il y avait suffisamment d'assistantes sociales, il y aurait quand même dans les familles en difficulté financière ou en difficulté sociale, on aurait la possibilité d'aller voir ce qui se passe dans des communautés aussi resserrées en fait. On sait très bien que la plupart des violences à l'égard des enfants et des violences sexuelles sont, en tout cas une grande partie, sont commises par des membres de l'entourage proche. Mais sont en augmentation, Yasmine Chamy, oui. ces dernières années. C'est quand même, je pose la question justement à l'anthropologue et à la sociologue que j'ai avec moi sur le plateau. Pourquoi on a cette hausse très importante des dossiers de violences à caractère sexuel dans notre pays? Remarquez qu'on a visant des enfants, hein, contre les enfants. Oui, je précise. Des violences, c'est la question du mariage des oui. Il y a la question du viol des femmes, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui s'exerce, sexuelle. Au fur et à mesure d'ailleurs que les femmes s'émancipent, en règle générale, la violence à l'égard du genre augmente. Ça, c'est un fait. Hein, ça a été noté par l'étude du Haut Commissariat au plan de 2019. Et la prévalence de la violence à l'égard des femmes éduquées est plus importante que celle à l'égard des femmes non éduquées. Ça dit quelque chose des archétypes qui structurent notre société. Et c'est là, moi, je pense qu'il faut aller travailler et sensibiliser et éduquer les garçons à être des garçons autrement. Hein, c'est important. Et les filles à être des filles autrement, en dehors de la soumission. Et les garçons en dehors du virilisme. Je pense qu'on a vraiment à travailler sur ces notions-là de manière profonde, au niveau des institutions scolaires, au niveau de la famille, au niveau de la télévision, au niveau des médias. Il va falloir prendre en charge cette question de la manière dont on construit le genre chez nous. Je pense que... Professeur Xous. Oui. Alors, sur la même question, hein, pourquoi cette hausse des violences sexuelles à l'encontre des enfants? Nous n'avons pas de chiffres avant, pendant, pour pouvoir comparer. Hein. Moi, j'aimerais bien discuter de ça en gardant une certaine rigueur scientifique. Attention, nous ne sommes pas un pays où ce phénomène est un fléau. Nous ne sommes pas face à un fléau, comme par exemple en Inde, hein, pour donner à chaque chose la valeur qu'elle mérite, la dimension qu'elle mérite. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de mixité. La mixité, il y avait une bipartition sexuelle, ce qui réduisait même les relations et la présence entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, dans l'espace public, il y a une certaine mixité qui peut-être favorise ce genre de violence, d'autant que nous sommes aujourd'hui dans un pays où les femmes ont avancé énormément par rapport à leur prise en charge, la confiance en elles, etc. Mais la perception de la femme dans l'espace public n'a pas encore assez évolué. Et on est encore dans cette perception traditionnelle où une femme dans un espace public est à la disposition d'un homme. Et quand il y a un viol, très souvent, on va culpabiliser les femmes en se posant des questions. Est-ce qu'elle était dans l'endroit? Pourquoi elle était dans cet endroit? Pourquoi elle était avec cet homme? Ça, c'est pas propre au Maroc. Non, c'est propre général. C'est mondial. Oui. C'est mondial. La preuve, on a eu tout ce mouvement Balance ton port aux États-Unis, on a les MeToo en Europe. Ce n'est réglé nulle part dans le monde. Mais il y a quelque chose à changer dans la perception de la femme dans l'espace du public. Une femme dans l'espace public n'est pas une proie à la disposition de tous les hommes. Et on est encore sous cette image de Ève, c'est la femme qui séduit l'homme, fort, etc., mais elle va le séduire. Hein? Et souvent, on va chercher à la culpabiliser, elle. Maintenant, est-ce que ça a augmenté? Les chiffres ont augmenté, peut-être bien cuit, peut-être non, nous n'avons pas. Il y a une étude qui en atteste. Il y a une étude qui en atteste. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, on en parle plus souvent, et il y a les réseaux qui font qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus informés qu'avant qu'il y ait Internet. Avec un autre élément, c'est que c'est toujours un tabou. Aujourd'hui encore, nous avons des familles qui refusent d'aller vers la justice parce qu'elles ont peur du chouha, elles ont peur que les filles ne se marient pas, etc. Elles ont peur aussi de l'hugra, parce que si elles vont se sentir la hugra, si le violeur écope de 2 ans, alors avec tout la fdeha et la chouha qui accompagne. Elle vit l'hugra, ma fille. Oui, il l'a dit. Le père, il le reconnu. Oui. Le fait que la procédure n'est pas simplifiée. Parfois, les parents n'ont même pas les moyens d'aller vers le tribunal. Et donc, souvent, on va entendre les gens dire ça ne sert à rien que j'aille vers la justice. Justice ne me sera pas rendue. Oui. Mais je pense que aussi, on a l'impression que le phénomène est grandissant
parce qu'on est beaucoup plus informé qu'il y a quelques décennies. Alors, est-ce qu'on a l'impression que le phénomène est grandissant ou pas? Nous avons avec nous donc la secrétaire générale de l'association ENSAF qui accompagne justement les mères célibataires et des mères en cas de viol en l'occurrence. Est-ce que vous avez senti, pas peut-être en chiffres, parce que vous êtes sur le terrain, qu'il y a une augmentation des viols à l'encontre des mineurs? Parce que c'est là où le bas blesse vraiment. On le sent, parce qu'on reçoit beaucoup de mineurs, plusieurs. Plus qu'avant? Oui, voilà. Plus. Peut-être, parce qu'on n'a pas vraiment des vraies statistiques. Je ne peux pas me prononcer là-dedans. Non, mais il est clair qu'on a besoin de statistiques officielles. Mais surtout, peut-être avec l'ouverture... Peut-être updatées, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des chiffres, mais qui ne sont pas de 2022 ou tout à fait. de 2021. Oui. Il y a des familles qui viennent dénoncer, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils cherchent toujours à arranger les choses et avec les violeurs. Donc, on ne peut pas se prononcer, dire il y a plus que l'année dernière. Mais de toute façon, chez nous à INSAF, on reçoit plusieurs cas de mères célibataires. Et elles-mêmes, ils disent pas la vérité. Ils portent l'enfant, mais on ne sait pas si c'est un enfant consenti ou bien c'est un enfant de viol. Pourquoi Parce qu'ils ne le disent pas. Ils ont peur s'ils déposent la plainte. S'ils déposent une plainte, les parents ils vont le savoir. Le douar va le savoir. Donc la fille, elle sera en fdiha. Donc il nous raconte des histoires qu'elle a vues, il a connues, tout ça, mais on ne sait pas la vraie histoire, c'est quoi. Moi, je vais revenir à un point sur l'éducation. L'éducation de cette fille. Pourquoi elle n'a pas été scolarisée? Pourquoi elle n'a pas été scolarisée? Moi, je suis scandalisée là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a un code qui dit la scolarisation obligatoire de l'enfant. D'accord? Les parents, ils n'ont pas envoyé leur fille à l'école. Mais où sont les autorités locales? Pourquoi ils n'ont pas intervenu au Muqaddam et tout ça? Ils savent qu'ils ont des enfants, les familles. Ils savent combien d'enfants et l'âge de la scolarité. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Mais quoi, ils vont l'imposer? Ils vont leur imposer, vous pensez vraiment, en connaissant Non, mais au moins, ils vont trouver des solutions. Si l'école est loin, il faut trouver avec les... Il y a les élus. Il y a tas de machines qui est là, qui est installée et qui doit fonctionner correctement. Qui est payé pour? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est la défection des institutions. C'est-à-dire que même les mécanismes institutionnels en place ne fonctionnent pas, mais parce que peut-être ça renvoie toujours à cette question de la place de l'enfance, de la place de l'enfant. Et vous savez qu'il y a un rapport de la présidence du ministère public dans son rapport annuel, en fait, qui rappelle que quand un enfant est violenté et que justice n'est pas rendue, violenté, dans ce rapport, violenté, ce n'est pas seulement violé, c'est non scolarisé, c'est non reconnu, c'est maltraité. Il y a une cassure. Il y a une cassure entre l'enfant et la société. C'est-à-dire quel type de citoyen on fabrique avec ça? C'est une vraie question. De même que se pose la question quand même, d'abord, de ces 3 enfants victimes, parce que finalement, il y a aussi l'enfant illégitime. Donc, pourquoi est-ce qu'un enfant né d'un père qui refuse de le reconnaître, mais que la loi connaît, n'est pas reconnu par le père pour pouvoir plus tard être socialisé, même pas convenablement dans ce cas-là, c'est une catastrophe dès le départ. C'est un enfant qui est placé dans une situation victimaire maximale. Mais même là, la loi n'oblige pas le père, pourtant identifié par test ADN à 99,99% quand même. Pourquoi ce père n'est-il pas responsable de cet enfant? C'est fou. Et en même temps, quel est ce juge? Cet homme, ce juge, je le dis à dessein, cet homme juge, ce juge homme, c'est un magistrat. Qui réussit, en fait, qui peut ne pas condamner, mais ça me pose un vrai problème. C'est pour ça, en fait, que j'ai lancé cette pétition. Mon indignation, elle était là. C'est-à-dire comment un adulte responsable, et en plus, qui endosse par son métier une responsabilité collective, une responsabilité judiciaire, comment est-ce qu'il peut ne pas être suffisamment indigné pour condamner de manière impitoyable
ces 3 violeurs. Comment est-ce qu'il peut ne pas rendre justice à cet enfant? Qu'est-ce qui se passe dans notre système judiciaire, dans la manière dont nos magistrats sont formés, dans la manière dont fonctionne la justice, pour que justice ne soit pas rendue? Mais j'en ai pleuré, moi. Je vous jure, j'en ai pleuré de colère et de détresse et je ne suis rien. Je veux dire, ça n'a aucune valeur. Mais c'est juste que, voilà, on est citoyen d'un pays. Cette justice nous représente aussi. Mais c'est scandaleux. Ils ont bénéficié de circonstances, excusez-moi, ils ont bénéficié de circonstances atténuantes parce que ce sont des gens précaires. Et ma question que je pose, est-ce que dans notre pays, nous avons une justice pour les gens précaires financièrement et pour les plus nantis? Premièrement. Deuxièmement, il y a une histoire de mindset, une histoire de mentalité. Voilà. Ce n'est pas parce qu'une loi est promulguée, et la loi est là, c'est entre 20 et 30 ans, qu'elle peut changer automatiquement les mentalités des personnes qui rendent le jugement. Si une personne marocaine a jugé que 2 ans étaient suffisants, c'est qu'il y a aussi un blocage et de la résistance au niveau des mentalités qui fait qu'une femme, que l'acte n'est pas très grave et que c'est de sa faute puisqu'elle a été séduite. Et c'est ça le terme qui est utilisé. Comment on peut, dans un PV, écrire qu'une femme, qu'un accusé a séduit, il a 21 ans, ils ont plus de 30 ans, séduit une gamine de 11 ans et qui lui a promis le mariage. Non, attendez, dans quel monde on est? Il a même, dans l'arrêté du jugement, il est même mentionné que l'enfant ayant vécu plusieurs fois cette situation de manière régulière, ça justifie le fait que le jugement, enfin que la sentence soit si faible, comme s'il y avait accoutumance en fait au viol. Mais c'est effarant. Moi, quand j'ai eu l'arrêté, j'étais effarée, vraiment effarée. C'est-à-dire qu'en fait, la régularité fait office de naturalité, si j'ose dire. Est-ce que ce sont là parmi les raisons qui ont joué en faveur de cette peine, aussi faible soit-elle, et en n'appliquant pas finalement la loi qui prévoit des sanctions beaucoup plus lourdes? Est-ce que c'est quelque chose qui est, encore une fois, qui revient, ce genre de verdict, ce genre de sentence de violeurs au Maroc? Moi j'ai lu... C'est pas la première fois que la société civile et l'opinion publique s'indignent devant un verdict du tribunal face à une affaire de viol sur mineur. Sur mineur. Il y a l'affaire de Marrakech, du Kouitien, qu'on a relâché. C'est... L'affaire de Fès aussi. L'affaire de Fès, l'affaire d'Agadir, Ekram. C'est Tanger. Ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Mais en moyenne, la condamnation pour un viol de mineur, c'est 3 ans. 3 ans, c'est ça. C'est pour ça que je dis... C'est les chiffres de Massac-Sèche. 3 ans. 3 ans. Mais ils prennent en considération les conditions sociales du violeur, du criminel. Alors, les victimes, on n'a pas pensé aux conditions sociales, ni de l'enfant, du bébé, ni de la fille. Moi, c'est ça qui m'a vraiment indignée. Qu'est-ce qui vous fait dire que le magistrat a pris en considération la condition sociale du... On l'a lu sur l'arrêté. Qu'est-ce que signifie cela? Est-ce que ça signifie qu'il a pris cette décision parce qu'il était à la tête d'une famille, que c'était lui qui prenait en charge ses enfants? Peut-être c'est ça, parce que c'est un chef de famille, peut-être. Mais elle... Mais attends, ils sont 3. Ils sont 3. Et les 2 autres? Ils sont 3. Et alors, même le chef. On rappelle, donc, il y en a un qui a écopé de 2 ans de prison ferme et 30 000 dirhams d'amende, c'est ça? 20 000 dirhams d'amende. Et 2 ans ferme et 30 000. Et les 2 autres, 2 ans de prison, dont 18 mois ferme. Et une amende de 20 000 dirhams. Ils vont se promener dans le Douar et elle les verra. C'est quoi? Moi, quand j'ai lu. Ils sont là-bas. Moi, quand j'ai lu le jugement, quand j'ai lu, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est un accident de circulation, c'est un accident de travail, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas un jugement? Il y a un grand contraste contre des criminels, c'est des la pratique et on va relâcher, ils vont refaire la même chose. Ils vont refaire la même chose parce qu'ils ont copé que rien. Et encore, ils ne sont pas les seuls qui risquent de refaire cela. Oui, on envoie un grand signal à la société. Ça veut dire qu'en fait, est-ce que ce ne serait pas à l'origine de la hausse des viols sur mineurs aussi? Je ne sais pas. C'est un encouragement, moi. Pour moi, c'est un encouragement. On encourage les violeurs, on leur dit, voilà, vous avez des poupées, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais le corps des enfants, il est d'autant plus sacré. Mais vous imaginez sur le corps des femmes?
Donc, ça veut dire le signal qu'on envoie globalement dans la société. Alors, cette lettre que vous avez adressée au ministre de la Justice, Dr Soumeya Naman Ksous, pardon. Oui. Oui, parce que l'émotion est là hein, quand on parle de cette affaire. Alors, pourquoi le ministre de la Justice? Pourquoi? Parce que quand à INSAF, on m'a informée, j'ai été, comme tout le monde, choquée et scandalisée, horrifiée, etc. Et il fallait vraiment, j'avais deux objectifs. D'abord, de mobiliser l'opinion publique et la société civile. J'ai fait mon travail de sociologue, hein, informer, sensibiliser, dénoncer. Et je voulais également que les institutionnels soient également impliqués, puisqu'on touche ici la législation et l'application des lois. Et j'avouerai que je savais qu'il y aurait une mobilisation, mais j'étais très loin de penser que la mobilisation serait aussi forte, généralisée, diversifiée. Et sincèrement, je suis rassurée, réconfortée, à partir du moment où il y a eu cette conférence de presse du ministre de la Justice. Je me suis dit, notre appel a été entendu, et je suis sûre et certaine qu'au niveau de ce procès, en tout cas, l'essentiel sera fait. Je suis sécurisée aujourd'hui, mais je dis, attention. Et la suite ? Attention, je dis aujourd'hui, nous avons énormément de possibilités d'être tout le temps en alerte pour que pareille situation ne se produise plus. Aujourd'hui, on a des plateformes digitalisées. Oui. Il suffit d'appuyer sur des boutons et on peut avoir, nous sommes en train de se dire, est-ce que ça a augmenté ou pas? On devrait avoir des statistiques actuelles du ministère de la Justice et c'est facile avec la digitalisation. On devrait aujourd'hui avoir un observatoire ou un système qui soit digitalisé pour que chaque cas qui se produise remonte dans peut-être un service centralisé afin que l'on puisse suivre justement ce genre malheureusement de crime et qu'on puisse suivre également, qu'on sache à un haut niveau que les responsables, la société civile et nous-mêmes, l'opinion publique, est-ce que la loi a été respectée ou non? Et c'est possible. Mais cela relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Enfin, c'est comme pour la Moudawana, là c'est le serpent qui se mord la queue et on dit les lois existent, pourquoi elles ne sont pas appliquées? Mais c'est, encore une fois, c'est au magistrat de trancher. Et cela commence avant même, parce que là on est en train de parler de viol sur un mineur, c'est le mariage des mineurs aussi. Et là aussi il y a augmentation. C'est-à-dire qu'entre les demandes de mariage sur mineurs, je ne comprends même pas qu'il y ait encore des demandes de mariage pour de mineurs, et qu'il y a ce qu'on appelle des dérogations pour approuver ces mariages. On est autour de 70%, 75% des demandes qui sont acceptées par des magistrats. Donc là encore, est-ce que c'est une... Bon, nous serons bien sûr contents, entre guillemets, et de savoir que effectivement cette petite fille aura gain de cause et que justice sera faite. Mais là, ce n'est pas un arbre, c'est une petite feuille qui cache l'arbre, qui cache la forêt, et on est dedans dans cette forêt. Et après, dans cette même forêt que ses parents l'empêchaient d'aller à l'école pour ne pas traverser la forêt et se faire violer. Alors que et ça reste, c'est le pouvoir décider. C'est pour ça que je dis qu'au niveau du ministère de la Justice, nous devons avoir des statistiques tous les ans. Mais ça sert à que quoi l'on puisse, au moins... On a des statistiques sur le mariage des mineurs. Soumeya Naman Ksous, nous avons des statistiques sur le mariage des mineurs. Elles sont là. La société civile n'arrête pas de dire que effectivement, il est grave que nous sommes en 2023, après la Moudawana, ce code de la famille, on a encore une hausse des mariages des mineurs. Mais rien n'est fait. Mais on a les statistiques. Peut-être qu'il faudrait réduire le pouvoir discrétionnaire des juges. Peut-être qu'il faudrait accepter, parce que justement, l'article 400 de la Moudawana, c'est le dernier. Et c'est celui qui invalide tous les autres, puisqu'il laisse tout à la discrétion des juges. C'est-à-dire que le juge peut défaire la loi. Parce qu'ici, ce qui est quand même intéressant, ce qui est épouvantable d'ailleurs, et ce qui est intéressant en même temps, c'est que le juge a condamné en deçà de la loi. C'est-à-dire que la loi prévoit une condamnation minimale, mais le juge est allé n'est-ce pas de 10 à 20 ans. Le moins du moins, c'était 5 ans. 30 ans. Le moins du moins, c'était 5 ans. Imaginez que le juge condamne à 2 ans, c'est-à-dire qu'il va en dessous, c'est-à-dire qu'en fait, il contrevient à la loi. C'est le juge lui-même qui contrevient à la loi. Donc en fait, à quoi sert la loi? La vraie question, c'est ce pouvoir discrétionnaire, est-ce qu'il ne faut pas le restreindre? Est-ce qu'il ne faut pas que les juges aussi... Au profit de qui? Au profit de personne. C'est-à-dire qu'en fait, les juges n'ont pas un pouvoir aussi important. La loi est là.
C'est-à-dire Et en qu'il faut- réalité, pardon. la manière dont je ne suis pas juriste, hein, donc mais peut-être qu'il faudrait avoir des instruments de contrôle interne pour aller vérifier ce qui valide en fait les circonstances atténuantes. Parce que ce n'est pas que dans notre société malheureusement, hein, dans une décision de justice, très souvent les juges arbitrent en faveur de ce on va appeler de manière la paix sociale, c'est-à-dire en fait la stabilité de la société. Hein. Et ici, cette stabilité, elle se construit au détriment des plus vulnérables. C'est ça le problème. Donc en fait, la place de la vulnérabilité, la loi est censée protéger les personnes les plus vulnérables de la société. Elle se retourne contre ces mêmes personnes parce que précisément, ces personnes-là n'ont pas les moyens s'il n'y avait pas eu UNICEF et s'il n'y avait pas eu des voix pour s'élever, cette affaire aurait été enterrée parce que ce sont des gens fragiles qui ne peuvent pas porter atteinte à l'ordre public, qui ne peuvent pas troubler l'ordre public. Et donc c'est là où, effectivement, il y a un problème de relais. Il y a un problème de relais et aussi de contrôle des juges. Donc effectivement, il faudrait peut-être un observatoire, en fait, des juges, en fait. Il faudrait observer les juges. Mais quand vous dites rien n'est fait, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Rien n'est fait, la société civile est là. Elle demande à ce qu'il n'y ait plus cette possibilité de marier des mineurs. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'en conviens. Je ne contredis pas. Parce que vous dites que la société civile, je ne dis pas que la société civile ne fait rien. Oui. La société civile fait un travail énorme. Oui. Et c'est pour ça qu'on a des statistiques, parce que c'était l'une des requêtes de la société civile. Oui. Juste, je termine. Aujourd'hui, nous attendons la réforme du code de pénal. Et j'espère que, et c'est ce que je veux moi, qu'on interdise carrément qu'il n'y ait plus de circonstances atténuantes ou dérogations pour les mariages des mineurs. C'est tout, c'est très simple. Et j'espère qu'on va avoir cette agréable surprise au niveau du code pénal. Est-ce que la société y adhère, alors, puisqu'on parle de société civile? Est-ce que la société adhère à ce qu'on arrête le mariage des mineurs? Parce que là, nous ne sommes pas en train de parler de l'axe Casaraba, Marrakech, Tanger. On est en train de parler du Maroc rural et qui constitue une bonne partie de notre population. Hein. Donc, effectivement, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cette paix sociale que vous évoquiez tout à l'heure? Il y a deux Marocs, en fait. Ce concept. En fait, il y en a plusieurs, mais oui, Amina Khalil. Dans le monde rural, mais même dans les périphes des villes, il faut voir ce qui se passe dans les périphes aussi. Même en termes d'inceste. Il y a des mariages des mineurs, il y a de l'inceste, il y a tout. Oui. Non, il y a tout. Il y a les violences. Moi, je vais revenir à l'application de la loi. Je pense qu'il y a des mentalités machistes. Misogynes même. Les gens qui appliquent la loi, c'est des gens qui ont un regard malheureusement machiste. Ils ne voient que l'intérêt de l'homme. Ils ne voient jamais l'intérêt de la femme là-dedans, ou bien de la fille. Je pense qu'il faut y aller plus loin que ça. C'est la formation. Quel genre de formation on donne à nos cadres? Est-ce qu'on se réfère aux références internationaux? Est-ce qu'on se réfère aux droits humains dans nos formations? Et revenons à la société. La société aussi, elle est schizophrène. Mais comment on peut l'éduquer? C'est grâce à vous, aux médias, c'est grâce à l'éducation, c'est grâce à tout, à la société civile, bien sûr. Il faut que les émissions n'apparaissent pas pendant la période où il y a un drame. Il faut que ça continue toute l'année. Alors, parce qu'on parle que ça continue du rôle des médias, malheureusement, il y a certains médias aussi qui en profitent pour augmenter les vues. Hein. Et c'est pour ça que ça ajoute. C'est du voyeurisme. Et je pense que si elle a subi une première injustice en étant violée, une deuxième injustice en donnant la vie alors qu'elle est encore une enfant, une troisième injustice, cette fois du tribunal, alors que bien sûr on sait que le parquet général a fait appel et que certainement justice sera faite du poids de la médiatisation de cette affaire. Mais la quatrième, et là c'est la plus dangereuse, c'est cette médiatisation de cette petite. Quel avenir aura-t-elle dans ce pays? Bien sûr. Alors, ne parlons même pas de son enfant, parce que ce serait aussi, ne l'oublions pas, elle a un bébé, elle a un petit garçon. Bien sûr. Quel avenir? Quel a?
Quel avenir? Quel avenir pour cet enfant? Elle n'a même pas pu avorter, hein. Ça aussi c'est une question. Elle n'a pas le droit d'avorter non plus. C'est une autre question. Ça remet en question, effectivement. Il faut aller au bout du problème. Si on parle, il faut tout dire, je pense. Hein. Il faut aller au bout du problème. C'est l'instrumentalisation du corps féminin, c'est-à-dire c'est les usages du corps féminin. Et cet enfant violé, enceinte, n'a pas pu non plus avorter. Elle n'a pas pu, il n'y a pas eu une tentative. Maintenant, si elle avait été prise par un circuit... Alors, on revient justement à ces recommandations que vous avez évoquées au tout début de cette émission, professeur Xtos. Quand on est face à un phénomène comme celui-ci, et en sachant qu'il y a des structures à la gendarmerie royale, c'est pas qu'il n'y a rien. Il y a des structures à la gendarmerie royale, il y a des structures à la police judiciaire ou la police nationale. Mais quel est le circuit que vous préconisez afin que ces structures-là soient peut-être plus efficientes? Le circuit existe. Il y a des cellules d'accueil dans les commissariats, dans les gendarmeries, je ne sais pas. Dans les commissariats, dans les hôpitaux, dans les tribunaux en principe. Mais elles ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas. Et les gens ne sont pas informés. Quand un père se trouve face à cette situation, il ne sait pas à qui s'adresser. La première des choses, c'est la gendarmerie. Mais la gendarmerie, c'est une fille qui aurait pu, comme je l'ai dit, on le répète tous, être prise en charge différemment. Et vous venez de le dire, elle va être victime de la médiatisation qui cherche seulement à faire du sensationnel. Ça va la poursuivre pendant longtemps, elle et son enfant. Alors que si elle était prise dans un circuit institutionnel, elle aurait été protégée. Et alors, que font les parents quand il y a ce genre de crime? Ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils vont voir le gendarme, ils vont voir le commissariat, mais c'est pénible. Et nous parlons de personnes qui ont les moyens pour pouvoir financer les transports, financer l'avocat, etc. La majorité écrasante n'ont pas ces moyens. Alors, que font les parents? Ils essayent de voir les personnes qu'ils connaissent, ça va de bouche à oreille. Les plus chanceux arrivent à tomber dans une association, comme le cas de cette petite fille qui a eu la chance. Et ça, il faudrait rendre hommage à cette citoyenne, Fatiha, qu'il a rencontrée dans un tribunal et qui l'a prise en charge également et qui s'est occupée même de l'amener à maintes reprises de Rabat. Elle va de chez elle jusqu'à Tifelt pour la ramener à Casablanca, à Insaf. C'est extraordinaire qu'on ait cette charité, cette solidarité. C'est extraordinaire. Mais on aurait pu éviter tout ça pour la protection de la petite, pour la protection de son enfant, pour la protection de sa famille aussi. Elle aurait pu être beaucoup plus prise en charge dans la discrétion par un parcours justement qui soit institutionnel. Alors aussi, Sonia, excusez-moi, mais quand un père d'enfant violé, ça je l'ai vécu, ou quand une jeune fille violée se rend dans un commissariat, elle est souvent accueillie d'une manière qui n'est pas conforme. Et donc elle se retrouve en position d'accusé. C'est-à-dire parce qu'elle est reçue dans des cellules d'écoute par des hommes. Ce sont les hommes qui l'accueillent. Et très souvent, même dans des cas d'inceste, quand une mère vient dénoncer un inceste pour ses enfants, on lui conseille de retourner auprès de son mari et de préserver sa cellule familiale. Donc en fait, ça veut dire que plus globalement, pour aller plus loin, plus globalement, il y a un problème de formation en fait, des cadres administratifs qui sont chargés d'accueillir, de protéger, de juger. Et qu'il faut faire ce travail de formation à l'intérieur des académies où sont formés les policiers, où sont formés les juges, où sont formés tous ceux qui vont prendre le relais institutionnel en cas d'agression, et qu'il faut que ces hommes, ce sont souvent des hommes, d'abord il faudrait que ça se féminise, et puis où ces personnes en fait soient formées effectivement dans un esprit d'écoute, d'accueil, de prise en charge empathique, de manière à faire de la victime une victime et non pas une accusée. Oui, mais alors comment justement, juste pour terminer, comment mieux protéger ces enfants de la nation, ces pupilles de la nation des violences sexuelles, en sachant que c'est un phénomène d'abord qui est international, avec les spécificités que nous connaissons de notre société, et avec justement une justice qui parfois... Et comme c'est le cas aujourd'hui avec la jeune fillette de Tifelt, ne pourrait pas encourager, mais ne va pas en tout cas décourager une tentative de viol. Amina Khalid. Il faut appliquer la loi. Il y a déjà une loi qui est là. Il faut l'appliquer, tout simplement. Quand il s'agit d'un crime, il faut appliquer la loi. Il ne faut pas qu'il y aura des dérogations, il ne faut pas qu'il y ait de la souplesse ou bien
prendre la chose la compassion pour le violeur. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut appliquer la loi, il faut faire fonctionner tout le système. Il doit fonctionner, que ce soit l'école, les autorités, la justice, la santé. Parce que là, il y a un dysfonctionnement. Il a accouché à l'hôpital. L'hôpital n'a pas fait son rôle. Ils ont des cellules d'accueil. Ils n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas, Tiffelt, c'est à quelques kilomètres de Rabat. Donc, il faut que nos systèmes soient bien rodés et qu'ils se mettent en marche. Et qu'il y ait quand même une volonté entre différents départements, parce que là, vous en avez évoqué 4. Oui. Alors qu'il y a un 5e peut-être pour la famille, la solidarité. Oui, oui. Les autorités locales. Les autorités locales, Oui. il y a les élus, il Oui, y a énormément d'institutions qui doivent fonctionner normalement et qui doivent être impliquées dans ce genre de phénomène. Je pense que ça que je dis. Peut-être pas minimiser, excusez-moi, parce que ça a été minimisé aussi j'ai regardé les actes en fait du tribunal, et en fait on parle de délit, on parle d'attentat à la pudeur, mais il n'y a pas le mot viol, crime, il n'y a pas pédophilie, il n'y a pas crime, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a une minimisation de l'acte, et c'est ça qui est très. Et je pense que cette minimisation, elle n'a pas lieu uniquement au niveau du tribunal. En fait, elle a malheureusement lieu, si vous voulez, je ne sais pas par quel effet, de désir de couvrir, de ne pas voir la réalité, de crainte, de terreur, après tout. Hein, mais je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça n'est pas nommé. Si on ne nomme pas quelque chose, on ne peut pas le combattre. D'ailleurs, on ne parle même pas de viol, on parle de pédophilie. Oui. C'est pour ça, c'est un délit très grave, très grave. C'est un crime. Oui, et c'est là, moi vraiment, j'étais choquée du fait qu'on parlait d'attentat à la pudeur. Ce n'est pas un attentat à la pudeur. On est au-delà de l'attentat à la pudeur. C'est ce que vous dénoncez justement dans cette Exactement. Dans cette pétition. Un dernier mot, Soumeya Namenksou. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, nous devrons avoir une entité qui regroupe à chaque fois des sonnettes d'alarme. À chaque fois qu'il y a un cas, qu'il soit Bouigra, Bouarfa, Casablanca, Oujda, que ça tombe sur la même plateforme, qu'il soit traité. Et je voulais dire que malheureusement, il a toujours fallu, et à travers le monde, qu'il y ait des victimes qui se sacrifient pour que les lois avancent. Oui. On a eu en 2012 Amina, malheureusement, qui s'est suicidée pour que l'article 475 soit abrogé. Sinon, aujourd'hui, un des violeurs aurait épousé la petite. On ne serait pas en train. Voilà. Il y a eu cette victime. Aujourd'hui, on voit par exemple en France, pour dire que c'est un phénomène qui touche tous les pays, il a fallu qu'il y ait ces dénonciations collectives pour qu'on sache que dans l'Église, il y a eu des actes de pédophilie. Aujourd'hui, nous sommes avec cette petite scène, puisque tout le monde parle, tous les réseaux reprennent son nom, qui fait que c'est une victime sacrifiée, mais qui, grâce à elle, les choses vont changer. C'est vrai qu'elle aurait pu ne pas vivre cette atrocité, elle et son fils. Mais malheureusement, à travers l'histoire, on se rend compte, c'est quand il y a une crise pareille que les choses peuvent changer. Sauf que je dis, attention, soyons vigilants. Il ne faut pas que ça retombe, que ce soit de la part de la société civile, de l'opinion publique ou des institutionnels. Et nous devons, à partir de demain, s'ouvre le procès, à partir de l'histoire de cette pauvre Sana et son petit garçon, on devrait avoir des changements au niveau des mindsets, au niveau des mentalités, et nous devons être renseignés par des statistiques une fois par an pour savoir que la situation est en train de s'améliorer et que donc nous et nos enfants, nous sommes mieux protégés. Moi, je reste confiante. Je dis qu'il y a aujourd'hui des raisons d'être confiante et j'espère ne pas me tromper. Oui, mais il faut aussi que le statut de l'enfant dont elle a accouché aussi change. Il faut que les enfants ne soient plus des enfants illégitimes, condamnés à la relégation sociale, à la marginalité. Oui. Et le problème est bien au-delà. Il est dans la manière dont on conçoit la naissance, dont on conçoit la conception et dont on conçoit la place des pères dans la famille. Et surtout celle de l'enfant maintenant dans la société. Yasmine Chami, merci beaucoup. Merci à vous également, Soumeya Namenksou, et merci à vous, Amina Khalid. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire générale de l'association ENSAF et que vous accompagnez cette petite fillette victime de viols atroces. Voilà, c'est la fin de cet épisode, en souhaitant bien sûr que les choses puissent bouger parce qu'il s'agit de l'avenir de non pas une mais plusieurs générations à venir. Merci pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée. Thank you.